Vivre avec l'albinisme dans nos communautés est malheureusement loin d'être facile. Entre les mythes, les préjugés, les discriminations et défis de santé, le quotidien n'est pas de tout de repos pour les personnes atteintes d'albinisme. Chaque année, une journée leur est dédiée, ainsi qu'un thème pour faire entendre leur voix. Et justement, nous en parlons dans cette émission avec nos invités du jour. Éric Sourou, coordonnateur de programme chargé de suivi à la NATS, et Rebecca Binga, responsable genre et inclusion à la NATS. Aimable auditeur de l'heure du droit, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Méchac Niaro au micro. Chers invités, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de l'heure du droit. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir aussi d'être sur ce plateau aujourd'hui pour échanger justement sur la thématique du jour et discuter un peu sur ce que c'est que l'albinisme. C'est un réel plaisir. Oui, le plaisir est renouvelé de vous recevoir encore dans cette émission. Alors, Binga, nous parlons d'albinisme, nous parlons de la journée d'albinisme qui a été célébrée la semaine dernière, mais bien avant. Lorsqu'on entend le mot albinisme, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bon. L'albinisme, c'est déjà une condition génétique qui est due au manque ou à l'insuffisance de la mélanine. Et qu'est-ce que j'appelle par mélanine? C'est le pigment ou bien qui colore la peau, les cheveux et les yeux. Donc, c'est lorsqu'une personne n'a pas ce pigment dans sa peau qu'on l'appelle une personne atteinte d'albinisme. Et les personnes atteintes d'albinisme également sont souvent confrontées à des défis dans la société dus à leur situation. Merci. Alors, Eric, les personnes albinos sont des personnes qui ont un défaut ou une insuffisance de mélanine. C'est-à-dire que les personnes claires de peau que nous avons dans la société sont également des albinos? Non, en réalité, c'est quoi? Bon, comme elle a défini, Oui. la mélanine ne rentre pas seulement dans la coloration de notre peau. Mais la mélanine, c'est une substance qui donne la coloration noire à notre peau et à nos cheveux, mais c'est une substance aussi qui est dans les gènes. Par exemple, la mélanine, par exemple, ça rentre dans la formation des rétines. Donc, les personnes atteintes d'albinisme sont les personnes qui en manquent de la mélanine. Donc, ce défaut de mélanine à leur niveau entraîne beaucoup de dégâts, et justement au niveau de la santé cutanée d'abord, et au niveau de la santé oculaire, parce que leur rétine, dès le fœtus ou bien dans leur conception, n'est pas formée avec la mélanine. Donc, pour répondre directement, pour revenir à ta question justement, le manque de mélanine chez les personnes atteintes d'albinisme, ou s'il faut faire une comparaison entre les personnes atteintes d'albinisme et les personnes blanches, ou les blancs d'ailleurs, s'il faut le dire, les blancs ont une mélanine. Il faudrait qu'on fasse une nuance. Ah donc, oui? Oui, et les blancs ont une mélanine. D'ailleurs, même si les blancs n'ont pas de mélanine, on ne peut pas aller se bronzer sous le soleil. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, la mélanine, comment on l'appelle? C'est une couche qui protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc nous, personnes atteintes d'albinisme, nous n'avons pas de mélanine du tout pour nous protéger contre le soleil. Donc oui, eux, peut-être les blancs ont la mélanine, mais en moindre quantité, s'il faudrait le dire. Est-ce qu'il y a une cause due à cette absence de mélanine? C'est une cause génétique. Et Rebecca l'a dit tout à l'heure, l'albinisme est une anomalie génétique. Donc, dans la formation, bon, je ne vais pas aller de façon scientifique, mais dans la formation des gènes, chromosomes X, Y et tout, il y a une anomalie. C'est comme la drépanocytose, en fait. Donc, il y a une anomalie dans les chromosomes. Donc, cette anomalie-là, c'est ça qui fait que, oui, on en manque de mélanine. Oui. Parlons toujours de l'albinisme. Est-ce qu'il y a différentes catégories de personnes albinos? Parce que généralement, on constate qu'il y en a qui ont les cheveux blonds, d'autres ont les cheveux roux. Est-ce qu'il y a des spécificités, Rebecca? Bon, parlant de l'albinisme, je dirais qu'il y a deux types d'albinisme. L'albinisme oculocutané qui affecte les yeux, la peau
et également les cheveux. C'est tellement visible lorsque vous voyez cette personne, vous savez que c'est une personne atteinte d'albinisme. Et les personnes qui sont rousses ne font pas partie des personnes atteintes d'albinisme. Lorsque vous voulez voir une personne atteinte d'albinisme, vous verrez que ses cheveux sont vraiment clairs, pas roux, mais un peu blond clair. La peau est tellement blanche. Et au niveau des yeux aussi, vous verrez que la couleur des yeux est différente de la couleur des yeux des personnes noires. Voilà. Et il y a également l'albinisme oculaire. Ça n'affecte que les yeux. La personne peut être atteinte d'albinisme, mais lorsque vous la voyez, vous ne saurez pas en même temps. Il n'y a pas le caractéristique de la peau claire, les cheveux clairs, non, mais c'est au niveau de l'œil que vous pouvez remarquer. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la peau claire comme vous, mais qui sont atteintes d'albinisme à cause d'une déficience au niveau des yeux. Oui, et ils sont atteints de l'albinisme oculaire. Très bien. Eric, est-ce que vous pouvez... Oui, justement, bon, c'est les deux types d'albinisme que nous avons, de caractéristiques d'albinisme que nous avons. Mais en revenant justement, en scindant au niveau de l'albinisme oculocutané, il y en a encore différents types. Comme pour revenir à ta question, il y en a il y a deux grands types, deux grandes catégories, l'albinisme oculaire et l'albinisme oculocutané. Et donc, du coup, c'est grand. Donc, si on revient dans l'albinisme oculocutané, il y a plusieurs types, par exemple, de type A, de type B. Donc, là aussi, ça a à définir, justement. Il y a certaines qui sont plus claires, plus foncées. Il y a certaines qui sont plus protégées, qui sont plus sensibles au soleil que d'autres. Oui, et ce sont les différents types. Donc, du coup, s'il faudrait revenir là-dessus, il y a de type A, de type AB, de type A1, A2. Donc, il y a beaucoup de types, justement, de sous-types dans l'albinisme oculocutané. Très bien. Il fait également que la peau diffère aussi un tout petit peu. À l'exemple de Eric et moi. Ok. Justement. Donc, il y a certains qui sont plus sensibles aux rayons ultraviolets du soleil que d'autres. Il y a certains qui ont une acuité visuelle très basse et qui rentrent dans la malvoyance même que d'autres. Donc, du coup, oui, de ces caractéristiques-là, il y en a plusieurs. Et est-ce que les parents des enfants et des personnes atteintes d'albinisme ont toutes ces informations? Oui, et les parents ont toutes ces informations justement parce que pour nous, c'est d'apporter l'information, pas seulement la communauté pour faire comprendre l'albinisme, mais il faudrait que les parents aussi sachent la spécificité de leurs enfants et les besoins spécifiques de ces enfants-là. Donc, si vous ne connaissez pas l'albinisme en tant que parent, vous ne pouvez pas apporter les soins nécessaires à vos enfants. Donc, oui, les parents savent que oui, il y a différents types d'albinisme et que moi, par exemple, mon enfant pourrait être plus sensible aux rayons ultraviolets du soleil que d'autres et que mon enfant pouvait avoir une acuité visuelle plus basse que d'autres. Ce n'est pas parce que mon enfant est une personne atteinte d'albinisme, l'autre aussi a un enfant qui est une personne atteinte d'albinisme, qu'on a les mêmes besoins. Donc oui, même les personnes noires, si je peux le dire, on n'a pas les mêmes besoins en fait aussi. Donc du coup, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes besoins. Oui. Tantôt, vous aviez dit que l'albinisme était génétique. Est-ce à dire que dans une famille, si on retrouve un enfant atteint d'albinisme, ça veut dire que ses ascendants avaient aussi l'albinisme? Oui, et je ne suis pas trop scientifique, c'est Rebecca qui est scientifique, mais je l'explique terre à terre. Oui. Je l'explique. Pour avoir un enfant atteint d'albinisme, le papa et la maman, ce n'est pas où. Le papa et la maman doivent porter les chaînes. Et c'est quand on peut être porteur sain. Je vais terre à terre comme ça. Porteur sain, je le dis, c'est comme la drépanocytose. Tu es AA. Et tu es AS, l'autre parent aussi AS. Mais vous ne manifestez pas la maladie. C'est-à-dire vous ne faites pas de crise de drépano. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est-à-dire c'est pour faire une analogie, justement, pour faire comprendre. Papa AS, maman AS. Vous ne faites pas de crise de drépano. Mais quand vous vous rencontrez, quand vous donnez l'enfant SS, l'enfant SS fera des crises de drépano. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, du coup, oui, vous êtes porteur sain. La maman, papa est porteur sain, maman porteur sain. Quand on va se rencontrer, par exemple, sur 4 enfants, par exemple, vous avez 50% de chance, 50 ou 40% de chance, 25% de chance d'avoir des enfants atteints d'albinisme.
La scientifique Rebecca, faudrait ajouter quelque chose? Bon, je suis juste du même avis qu'Éric. Oui, Et souvent également, c'est parce que dans l'arbre généalogique, oui, il y avait entre-temps l'albinisme parmi les enceintes de ces deux familles-là. oui. Il a dit tout de suite, le papa doit avoir le gène, la maman également doit avoir le gène. Mais hormis cela, en arrière également, ils ont ça, ils ont l'albinisme ou bien ils ont le gène dans leur famille. Ce qui amène maintenant au présent qu'ils aient un enfant atteint d'albinisme. Et il y a des fois dans certaines familles, tous les enfants que le couple mettra au monde seront atteints d'albinisme. Et d'autres, il n'y en aura qu'un. C'est ça. Oui, il faut vraiment porter cette information à la connaissance de tous parce qu'il arrive des situations où parfois on doute de la paternité de l'enfant. On se dit, ah, chez nous, il n'y a pas ça. Aucun de nos ascendants ne souffrait de cette maladie. Pourquoi est-ce que on a un enfant maintenant qui est albinos? Justement, et c'est là le travail que nous faisons et peut-être on en reviendra. Pour nous, c'est un peu ça. L'éducation est très importante. Donc, éduquer, justement, parfois même quand vous rencontrez les entre griffes, hein, comme on les appelle, les intellectuels, Oui. il faudrait en discuter, il faudrait essayer de convaincre les gens pour ce ça. Moi, je dis non, il n'y a rien à convaincre. C'est-à-dire, il faut juste prendre la science et faire l'analyse. C'est simple, hein, c'est-à-dire, moi, par exemple, si je pose, ma femme n'a pas les gènes dans sa famille, elle n'a rien à voir avec l'albinisme, nos enfants ne seront pas atteints d'albinisme. C'est-à-dire, il n'y en aura rien, parce que mon enfant portera seulement les gènes malades. Donc, elle ne manifestera pas la maladie, mais elle portera les gènes malades. Donc, je lui laisserai forcément les gènes. Mais quand elle rencontrera quelqu'un, par exemple, d'une autre famille où il y a l'albinisme, ils vont se poser, ils ont les chances d'avoir des enfants atteints d'albinisme. Si Rebecca et moi, par exemple, on a des enfants, on a 100% de chances d'avoir des enfants atteints d'albinisme. C'est-à-dire, ça, il n'y a pas de déception à faire. C'est-à-dire, quand deux personnes atteintes d'albinisme se marient, ont des enfants, leurs enfants, c'est les enfants atteints d'albinisme. Donc, du coup, c'est un peu ça. C'est la science. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Oui, donc nous portons justement ces informations-là. Nous rencontrons des soucis à ces soucis sociaux-là dont tu dis, où souvent les hommes, ça vient toujours d'eux, les hommes qui disent que non, que oui, moi dans ma famille, il n'y a pas ça, donc la femme est allée chercher ailleurs, ou bien la femme a comment elle appelle, travesti des interdits, ce qu'elle ne devrait pas faire, on a dit de ne pas faire ceci, elle a fait ceci, ou justement elle a découché, elle a fait ceci, elle a fait cela. Alors que oui, scientifiquement, tout est clair que oui, le papa et la maman ont forcément les gènes dans leur famille et tout, donc ça se transmet. Justement, est-ce que ce n'est pas ça qui est à l'origine des mythes et des préjugés autour de l'albinisme, Rebecca? Oui, effectivement, c'est l'une des causes des mythes et des stéréotypes qui se trouvent autour de l'albinisme. Et également, c'est de dire que il y a plusieurs mythes et ces stéréotypes-là qui sont un frein pour notre épanouissement. Déjà, le fait que les personnes ne comprennent pas ce que c'est que l'albinisme est un souci. Donc, chaque personne essaye de trouver une définition selon elle de l'albinisme. Oui. Parce qu'on n'a jamais vu, on ne sait pas de quoi il s'agit. On est habitué à mettre des enfants qui nous ressemblent au monde. Et du moment où il y a un enfant qu'on met au monde qui est un peu différent, c'est un souci. L'être humain essaie de chercher à comprendre. Et en ce moment, c'est ça qui est à l'origine de ces mythes et de ces stéréotypes. Et ce n'est jamais vérifié. Ce n'est jamais vérifié. Du moment où moi, en tant qu'homme, je mets, ou bien avec ma femme, nous mettons un enfant atteint d'albinisme au monde, je ne commence pas à chercher. Si elle n'a pas été infidèle, alors c'est quoi le souci? C'est la première chose qu'on cherche. On ne cherche pas à savoir si on a les gènes oui. dans le sang. Voilà, c'est quoi le souci?
Si elle dit qu'elle n'a pas été infidèle, peut-être qu'on est allé traditionnellement, on a trouvé qu'effectivement, elle n'a pas été infidèle. Mais c'est quoi le souci? Est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que c'est une bénédiction? Bon, ce sont des idées qui viennent à l'esprit premièrement. Très bien. Oui. Oui, au fait, l'ignorance nourrit la peur. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est pour aller dans le sens de Rebecca, hein, c'est une évidence que l'ignorance nourrit la peur. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, lorsqu'on ne comprend pas, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. ou on diabolise. Oui, c'est la peur qui amène à diaboliser, au fait. Oui. Donc, du coup, l'ignorance nourrit la peur. Et quand on a peur, on cherche toujours des raisons. Donc, en fait, c'est ça le problème et c'est ça la logique. C'est comme Rebecca l'a dit tout à l'heure, qu'on ne comprend pas toujours quelque chose et quand la peur revient, on cherche toujours à une solution. L'homme est toujours raisonnable, c'est-à-dire c'est l'instinct de l'homme. Donc, on trouve des raisons à tout. Moi, j'ai eu à circuler dans les localités rurales du Togo. Quand je vais dans certaines régions, par exemple, on me dit qu'il y a on donne raison pourquoi les enfants atteints d'anémie naissent dans cette localité. On me dit non, parce qu'il y a une rivière, par exemple, où les femmes enceintes ne doivent pas se laver. Donc, quand tu es une femme enceinte et que tu vas te laver dans cette rivière-là, l'enfant que tu mettras au monde serait atteint d'albinisme. Donc, c'est une raison. Et dans la même localité à côté, c'est-à-dire dans les deux villages, le village voisin, on me dit justement dans la même localité que c'est parce qu'il y a un blanc qui est venu dans cette localité-là, le blanc est mort, on l'a enterré, et là-bas, et sans connaître sa famille, et c'est parce que c'est le blanc qui revenait. Donc, vous voyez, dans la même localité, c'est-à-dire dans les pays à Koso, justement, et c'est deux villages voisins qui ont les raisonnements différents. Donc, du coup, quand tu entends ça, tu te dis, bon, et moi, c'est comme ça que je procède quand je vais sensibiliser ou bien quand je veux éduquer. C'est-à-dire, vous me donnez vos raisons et je vous amène à déconstruire ces raisons par vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous-même, ce que vous venez de donner, vous êtes des voisins, vous êtes deux à Poso, donc deux villages qui sont à côté. Donc, vous avez les définitions ou les raisons qui ne se concordent pas, qui n'ont pas un point en commun, en fait. Qui sont parallèles. Très parallèles, en fait, qui ne se croiseront jamais sur la route. Donc, vous voyez, donc, quand vous dites ça, est-ce que vous-même, vous trouvez, est-ce que c'est logique? Vous voyez? Donc, ce sont les mythes des histoires qu'on raconte. Donc, revenons à ce qui est raisonnable. Revenons à ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est sur l'aspect scientifique. Et je prends l'exemple, c'est comme je le dis, je prends l'exemple. Et je le dis, si moi, Rebecca, par exemple, en tant que personne enceinte d'albinisme, si on se marie, on a 100% de chance d'avoir des enfants atteints d'albinisme. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Quand je me marie, par exemple, à une famille, dans la famille, à la sœur de Rebecca, par exemple, à la sœur de Rebecca, qui est une personne noire, qui n'est pas une personne atteinte d'albinisme, par exemple, on a 50% de chance. 25 à 50% de chance. Donc, on peut avoir des enfants noirs, et on peut avoir des enfants atteints d'albinisme. Donc, c'est une science. Ce n'est pas des histoires à se faire, ce n'est pas des histoires à se raconter. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Oui. Par rapport à l'exemple que vous avez donné, l'histoire vient d'un village de l'intérieur du pays. Mais est-ce que le regard des personnes de la capitale, des zones urbaines, est le même que celui des autres? La réponse est oui, parce que vous savez, qu'on soit en ville ou au village, et comme on le dit souvent, nous venons d'un village. En fait, c'est un peu ça. Quand on vient en ville, ou bien même quand on est né ici, on est avec nos histoires, on est avec nos cultures, on est avec nos civilisations, on est avec nos traditions. Et c'est ce qu'on te raconte, c'est ce que tu apprends. Il y a des choses acquises, des choses apprises. Donc, c'est ce qu'on te raconte et c'est ça que tu prends pour acquis. Parce que tu ne vas pas à la recherche de la connaissance, mais la connaissance vient te chercher dans ce sens-là. Donc, tes parents t'ont dit ceci, et c'est l'histoire de tes parents, ou bien de ce que la communauté ou de la société te raconte, c'est ce que tu prends pour acquis, à ce que toi-même tu arrives à une déconstruction, à une transformation de ta mentalité. Parce que c'est un peu ça. Parce que moi-même, d'ailleurs, en tant que personne atteinte d'albinisme, lorsque j'étais à l'intérieur du pays, on me racontait des histoires sur les personnes atteintes d'albinisme. Donc, des histoires où on dit les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres sacrés, et que c'est une bénédiction pour la famille, il faut les sacraliser, on surhumanise les personnes atteintes d'albinisme dans certaines localités. Et ça encore, ça diffère d'une localité à une autre. À une autre, justement. Donc, vous voyez, donc ce sont des histoires qu'il faut justement essayer de déconstruire
ça ne change rien qu'on soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Mais ce qui est sûr, les personnes dans les zones urbaines ont une facilité de déconstruction. Voilà, peut-être c'est la différence. Les personnes dans les zones rurales et urbaines ont une facilité de déconstruction plus que les personnes dans les zones rurales par exemple. Oui, Rebecca, est-ce que selon toi, les personnes des zones urbaines sont plus tolérantes envers les personnes atteintes d'albinisme que celles qui sont dans les communautés reculées? Ok, bon, en vérité, pour dans les communautés reculées, je pense que ce sera plus Eric de nous aider par rapport à ça. Moi, j'ai toujours vécu Ici, voilà, en zone urbaine. Et ce que je pourrais dire, c'est que la discrimination, elle existe bel et bien ici. Et nous en souffrons. Et des fois, je ne sais pas, tu te dis que, bon, tu es carrément immunisé entre griffes. Tu te crois immunisé, mais à certains moments, tu te retrouves, je ne sais pas, tu as mal. Des fois, on te fait, tu te dis que non, je suis déjà habitué. Mais un beau jour, ça vient et puis tu as encore mal. oui, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, on vous fait quoi? Parlons de discrimination aux personnes atteintes d'albinisme. Qu'est-ce que vous subissez? Ok, la discrimination, il y a plusieurs facettes, mais ce qui est le plus récurrent, ce sont les moqueries. Les moqueries. Le fait de passer dans la rue et que les gens commencent par crier Agbeliti Meyovo. D'autres c'est Wewe Liwe, d'autres c'est Gele Souci. Et ce sont des choses qu'ils font en pensant que ça n'agit pas sur nous. Certaines personnes pensent réellement que ça n'agit pas sur nous et qu'ils sont en train de blaguer avec nous. Or, c'est réellement un frein pour notre épanouissement. À part cela, il y a le fait où on nous croit incapables de faire les mêmes choses que les personnes non atteintes d'albinisme. Tu veux faire si on te dit, mais toi avec ta peau là, toi comme ça là, qu'est-ce que tu peux faire? Ou c'est l'exclusion carrément. Tu veux t'approcher de quelqu'un, la personne te dit non. Soit tu vas me contaminer, soit on m'a dit que tu es source de malédiction, ne m'approche pas. Et il y a de ces choses-là qui empêchent réellement notre épanouissement et qui font partie de cette discrimination que nous subissons à chaque fois. Ce n'est pas seulement dans la société en tant que telle. Même à l'école, il y a la discrimination venant de nos camarades, venant même des professeurs, venant des revendeuses également. À l'exemple de l'histoire d'une jeune femme ou bien fille atteinte d'albinisme qui était obligée, ça c'est dans la zone rurale, oui, qui était obligée à chaque fois d'apporter son assiette pour pouvoir acheter chez la revendeuse. Ça veut dire que la revendeuse ne veut pas que elle mange dans la même assiette que les autres enfants. Ou l'histoire d'une autre personne atteinte d'albinisme et de sa maman qui voudrait prendre un taxi. Elles sont rentrées dans le taxi. Les passagers ont dit non. Si c'est elle, vous allez prendre, nous on préfère descendre. Donc, où les deux ont été obligés de changer de taxi ou bien de ne plus monter dans ce taxi-là. Ce sont des exemples comme ça et il y en a bien d'autres qui montrent réellement cette discrimination-là. Et même, je vais même aller loin au niveau professionnel où tu travailles, mais on essaie de te donner les tâches insignifiantes en se disant que non, que tu ne peux pas accomplir les grandes tâches parce que tu es atteinte d'albinisme. On te juge par rapport à ton apparence physique, on te juge à ce que tu représentes lorsqu'on te voit, ce qu'on voit, au lieu de te juger par rapport à tes compétences. Voilà. Intellectuelles. Elle a cité beaucoup d'exemples et elle a dit que ce ne sont pas des cas isolés. Est-ce que c'est vrai que
la plupart ou toutes les personnes atteintes d'albinisme ont déjà vécu ce genre de choses. Oui, et merci, merci à Rebecca d'avoir retracé un peu ce que vivent les personnes atteintes d'albinisme au quotidien. Euh, En 2021, nous avons mené, entre 2018, nous avons mené une enquête où on trouvait 100% des personnes atteintes d'albinisme interrogées ont une fois subi de discrimination dans leur vie. C'est-à-dire, c'est ça, qui part des insultes à des violences, des violences verbales, si je vais dire des insultes, des violences verbales, à des violences physiques. Vous voyez? Donc oui, 100% des personnes atteintes d'albinisme ont déjà subi des actes de discrimination et de stigmatisation et de discrimination. Donc il faudrait que je précise ces deux aspects. Et aussi, est-ce que aujourd'hui les choses ont changé? Est-ce que cette discrimination, comment on pourrait les percevoir aujourd'hui? C'est une... Bon, Rebecca l'a si bien dit que je ne sais pas comment l'orienter encore. C'est un obstacle à l'épanouissement, à l'évolution ou au bien-être, un frein, un obstacle au bien-être des personnes atteintes d'albinisme, au bien-être sur tous les plans, justement dans ce sens-là. Et pour moi, quand par exemple, à l'instar de ce que Rebecca avait dit, et c'est là, et peut-être pour ajouter à ce que Rebecca a dit, ce n'est pas seulement dans la société ou à l'extérieur, par exemple, même dans les familles, par exemple. Un papa qui dit que cet enfant déjà, depuis que cet enfant n'est pas de moi, ou parce que, on l'a dit tantôt, qui rejette cet enfant parce que prétendant que la femme est allée chercher ailleurs, que la femme a découché, et qui abandonne cet enfant à sa maman, ou la maman même qui se voit justement rejetée et par son mari parce qu'elle a un enfant atteint d'albinisme, et que là, cet acharnement serait sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse. Donc vous voyez ce que ça pourrait avoir comme impact sur cet enfant atteint d'albinisme là. Vous voyez. Donc oui, et ce type de discrimination, les gens vivent. En 2021, nous avons ramené encore, nous avons refait, je disais pour le premier, j'avais dit en 2017 et 2018 qu'on avait fait 100%. En 2021, nous avons encore refait la même enquête et ça n'a presque pas changé. C'est 98% des personnes interrogées en 2021 affirmaient encore qu'elles subissaient des personnes, des actes de discrimination, de stigmatisation encore. Donc, ce qui veut dire que oui, le regard n'a pas totalement changé sur ce que c'est que l'albinisme, mais le regard essaie quand même d'évoluer. Les gens essaient quand même de comprendre, mais les gens, comme Rebecca l'a dit tout à l'heure, les gens n'arrivent pas à comprendre que certaines moqueries ou certaines blagues, moi je le dis souvent, on se dit oui, je suis en train de blaguer en lançant des pics par exemple, avec ces noms stéréotypés, oui. Parce que si on vous explique ce que ça veut dire, ces noms stéréotypés, vous allez comprendre que ce n'est pas une blague, qu'on devrait faire avec ce type de nom, ou Agweliti, mais vous, par exemple, oui, la personne croit qu'elle est en train de blaguer avec toi, mais si on vous explique l'explication de ces noms stéréotypés, vous allez comprendre que non, la personne devrait comprendre que ce n'est pas une blague, mais c'est plutôt une insulte à la personne qui est en face. Donc oui, voilà, c'est un peu ce que subissent les personnes atteintes d'albinisme au quotidien. Malheureusement, le langage n'a pas trop changé. Le langage n'a pas changé. Oui, allez-y. Et même pour ajouter à ce que Eric vient de dire, il y a eu des parents qui cachent leur enfant atteint d'albinisme. On vient, on te demande, tu as combien d'enfants? On dit, j'ai 3 enfants. Mais en vérité, c'est 4. Il y a l'enfant atteint d'albinisme qui est dans la chambre. Il y a des parents qui ont eu à séquestrer même leurs enfants, où on les battait carrément. Pour eux, ce ne sont pas des êtres humains. Et bon, toutes ces choses font partie de la discrimination dont nous sommes en train de parler. Parce que des fois même, lorsqu'on parle de discrimination envers les personnes atteintes d'albinisme, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vraiment d'actualité. Oui, parce que maintenant, la discrimination est décomplexée. On s'amuse avec de petits mots pensant taquiner l'autre. Voilà. Les gens pensent que ce n'est plus d'actualité. Même moi-même aujourd'hui, il m'arrive des fois, je passe dans la rue où quelqu'un prend une pierre et me jette. Ah oui? Oui. Donc, il m'arrive de subir ça également. Et c'est de dire que la discrimination envers les personnes atteintes d'albinisme existe encore de nos jours aujourd'hui. Même s'il y a des gens qui se disent que non, bon,
Lorsque tu passes, je n'ai pas crié sur toi, je n'ai pas vu quelqu'un faire et tout. Donc, pour moi, ça n'existe pas, ça existe toujours. Justement, dans le but de faire entendre votre voix et de sensibiliser la population, les uns et les autres, sur l'albinisme, une journée a été consacrée, a été dédiée à l'albinisme et c'est le 13 juin. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette date, Eric? Oui, merci. Il y a une histoire, hein, c'est surtout l'histoire qu'on vient de raconter là tout à l'heure depuis le début. L'histoire est simple. L'histoire est partie des constats que depuis longtemps, les personnes atteintes d'albinisme ou les droits des personnes atteintes d'albinisme sont des droits humains. C'est-à-dire, c'est comme on a une codification pour les droits des enfants, par exemple, une codification pour les droits des femmes. Oui. Même si on a une déclaration universelle des droits humains et qui existe pour tout être humain. Donc oui, et cette journée justement a été dédiée avec pour objectif de consacrer, d'avoir un regard plus spécifique, un regard plus attentionné sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Et ce regard devrait être plus attentionné parce que les discriminations, les stigmatisations que subissent les personnes atteintes d'albinisme. Je l'ai dit tantôt, hein, quand on dit les discriminations et les stigmatisations, ce n'est pas seulement pas les insultes. J'ai dit physique, verbal, c'est ce que les gens ont l'habitude quand on le dit, et les gens croient que ce n'est pas aussi violent, mais qui ont une extrême violence psychologique sur les personnes qui subissent cela, et comment on l'appelle, les violences physiques aussi, et que subissent les personnes atteintes d'albinisme. Donc, Rebecca parle par exemple des séquestrations, des bastonnades, des services civiques, et aussi des meurtres au fait des personnes atteintes d'albinisme, où les personnes atteintes d'albinisme qui sont tuées pour des sacrifices et tout. Donc, tout cela a amené dans certains pays d'Afrique, bien sûr, tout cela a amené à dire non, qu'il faudrait maintenant qu'on ait une attention plus particulière, une attention plus régulière, un regard plus régulier sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Donc, en leur consacrant une journée où il faudrait cette journée, comme l'a dit, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'objectif, justement, c'est de déconstruire les mythes, les stéréotypes autour de l'albinisme. Et ce n'est pas seulement aux organisations des personnes atteintes d'albinisme de faire cela. Et cette journée a été dédiée justement pour que les systèmes des Nations Unies, les États, en prennent connaissance ou fassent plus attention aux droits des personnes atteintes d'albinisme. Donc cette journée a été décrétée, a été instituée par l'ONU depuis 2015. Et là, c'est à partir de 2015 qu'on a commencé par célébrer cette journée officielle. Oui. Alors, est-ce que ce 13 juin, un événement marquant s'est déroulé et qui vous a poussé à le choisir spécifiquement? Non, le fait qu'on a choisi spécifiquement le 13 juin, pourquoi ce n'est pas une chose? Non, il n'y a pas, à ma connaissance, à ce que j'ai mes documentations, il n'y a pas un fait marquant pour le 13 juin, mais c'était été une journée, je crois, choisie comme cela. Mais peut-être ça pourrait avoir une histoire derrière, je ne sais pas. Et on aura l'occasion de découvrir. Peut-être d'en chercher un peu plus sur la documentation, peut-être. Et d'en reparler dans une autre émission. Alors, chaque année, depuis 2015, il y a un thème qui est choisi, un thème qui est retenu. Et cette année, le thème, c'est revendiquer nos droits, protéger notre peau, préserver nos vies. Pourquoi ce thème? Si je parle de la prévention de nos vies, parlant de la prévention de nos vies, pourquoi on a dit préservons notre vie? C'est parce que il y a plusieurs personnes atteintes d'albinisme qui sont victimes de meurtres dans certains pays, de l'Afrique notamment. Bon, il existe un peu partout, mais comme nous sommes en Afrique, je vais plus mettre l'accent sur l'Afrique. Surtout qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'albinisme en Afrique. Voilà. Donc, ce qui amène les gens au meurtre, ou bien à tuer les personnes atteintes d'albinisme parce qu'elles sont considérées comme... On considère que leurs membres pourraient amener les gens à avoir de la puissance, soit de l'argent. Moi-même, des fois, on me dit que mes cheveux, si je les coupe, de les prendre, sinon on va faire l'argent avec. J'ai été témoin, je passais dans la rue où une personne m'a dit,
celle-là, c'est de l'argent. Hein. Si tu arrives à l'attraper et à la tuer, tu auras beaucoup d'argent. La personne a dit ça comme ça? Oui, a dit ça comme en ça. Public. Pas à moi, à un ami qui était à côté de lui. J'ai écouté, mais étant petite, moi, je n'avais pas vraiment considéré. Mais il y avait une voisine là, lorsqu'elle a écouté, elle est allée en même temps chez mes parents dire ça. Au moment où moi, je ne considérais pas ça, mes parents ont tellement pris ça à cheval à tel point que c'est papa maintenant qui m'amenait à l'école. Pourtant, j'y allais seule avant. Et hormis cela, il y a le fait où les personnes atteintes d'albinisme sont séquestrées aussi, je l'avais dit avant, des fois où elles sont battues. Donc, tout ça rentre dans la prévention de la vie. Parce que c'est notre sécurité qui est en cause. Maintenant, la prévention de la peau, c'est plus d'ordre dans la santé. Parce que notre peau est sensible aux rayons ultraviolets du soleil. Donc, ce qui amène le cancer de la peau. Un cancer de la peau, lorsqu'on parle de cancer, nous savons tous que, après tout, des fois, on survit, des fois, on en meurt. Mais dans le cas des personnes atteintes d'albinisme, la plupart du temps, on en meurt. Donc, c'est de préserver notre peau là contre le cancer de la peau. C'est de mettre l'accent sur le fait que les besoins en crème solaire, en prévention j'ai un peu oublié le mot, mais les besoins en crème solaire dans les kits de prévention solaire, que ce soit manches longues, chapeau, ce sont des choses qui sont d'actualité et ce sont des besoins spécifiques à nous qu'on doit prendre en compte. Oui. Par rapport au thème que vous avez choisi, on retient essentiellement que vous mettez l'accent sur votre sécurité et sur une amélioration de vos conditions de santé. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on améliore dans la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme en matière de santé? Donc, merci beaucoup. Vous savez, Rebecca l'a dit tout à l'heure, la question de santé des personnes atteintes d'albinisme devrait être aujourd'hui une question de santé publique. C'est-à-dire, il ne devrait pas avoir de débat, d'histoire à faire autour de ça parce que à part la première cause de mortalité chez les personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de la peau. C'est-à-dire, c'est ce que les tue plus, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, du coup, cette question de santé de santé cutanée, pour le dire, pour le répéter, on ne devrait pas avoir un débat là-dessus. Ça devrait être une question de santé publique. Donc, aujourd'hui, c'est justement attirer l'attention des décideurs là-dessus, que la question de santé des personnes atteintes d'albinisme devrait être une question prioritaire. Ça devrait être une question des droits humains. En réalité, c'est un peu ça, notre droit à la santé. Et c'est très important, en fait, que aujourd'hui, par exemple, les prix ou les coûts des protections solaires, pour parler de crème solaire, par exemple, à la pharmacie, ce n'est pas comment on le dit là, ce n'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Vous voyez? Donc, quand vous allez, tube solaire que vous allez utiliser un mois, par exemple, vous allez à la pharmacie, on vous dit qu'on vend ça à 8 000, à 10 000, à 12 000, et à usage de un mois, et qu'il faut renouveler ça chaque mois. Je ne sais pas combien de personnes atteintes d'albinisme peuvent payer cela. Oui. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, c'est que les crèmes solaires doivent être introduits dans les médicaments essentiels que l'assurance devrait prendre en charge, peut-être, par exemple. Donc, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, par exemple, dans les zones, on a une vingtaine de dermatologues au Togo, par exemple. Alors que on sait que le problème des personnes atteintes d'albinisme, c'est un problème cutané. Oui. Et la majorité de personnes atteintes d'albinisme se trouvent dans les zones rurales. Donc, comment ces personnes-là vont se faire soigner, par exemple, quand dans des lésions cutanées? Donc, on est obligé de se soigner traditionnellement. Et là, quand c'est une lésion cutanée qui va jusqu'au niveau des lésions précancéreuses, des lésions cancérigènes, et qu'on n'a pas un dermatologue pour un diagnostic précoce,
Ah ouais, jusqu'à ce qu'on ne se rende compte, c'est l'aggravation, ce qui veut dire qu'aggravation de cancer de la peau veut dire mort. Donc voilà un peu le souci actuellement, par exemple. Donc l'accessibilité des protections, des mesures de protection solaire, les crèmes solaires, les chapeaux à bord large, comme l'a dit, et les vêtements. Donc, on n'a pas ça. Et l'aspect de prise en charge aussi, au cas où on a des lésions, ou l'accessibilité des dermatologues aussi, des médecins spécialisés dans ce sens aussi, on ne l'a pas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on attire l'attention sur le droit à la santé des personnes atteintes d'albinisme et surtout sur le droit à la santé cutanée, donc d'où protégeons notre peau. Oui, puisqu'on parle de santé, est-ce que vous avez déjà, ou les personnes atteintes d'albinisme de manière générale, font l'objet de discrimination dans les centres de santé? Et si oui, qu'est-ce que vous souhaiteriez? D'accord. Peut-être la discrimination, elle est partout. Donc, du coup, dans les centres de santé, c'est presque la même chose. Hein. La discrimination, elle est partout. Et est-ce qu'il y a une spécificité pour les centres de santé? Je n'en crois pas. Mais les gens, l'ignorance, hein, c'est partout. Et c'est pour ça que j'ai dit entre parenthèses, lorsque je parlais tout à l'heure, les gens que tu considères comme intellectuels, qui ont fréquenté, qui devraient comprendre cela, et surtout les scientifiques, ceux qui sont dans le domaine médical aussi, ont cette ignorance aussi, parce qu'ils ont déjà une construction sociale qui les empêche de se déconstruire, qui les empêche de comprendre un peu ce que c'est que l'albinisme, par exemple. Donc, oui, de comprendre leur spécificité, la spécificité des personnes atteintes d'albinisme. Donc, oui, et cette discrimination, elle est vraiment partout. Rebecca, vu que la vie des personnes atteintes d'albinisme est souvent menacée, mise en danger, que faut-il faire pour les protéger? C'est d'accentuer plus sur les sensibilisations. Mais oui, sensibiliser les gens parce que les gens doivent savoir ce que c'est que l'albinisme et l'accepter. Si je sais ce que c'est, ça va m'amener à arrêter les abus. Bon, c'est ce que moi je pense. Hein. Pour moi, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils le font. Et également, d'avoir une loi contre la discrimination des personnes atteintes d'albinisme. D'avoir également un plan d'action national pour pouvoir promouvoir le droit des personnes atteintes d'albinisme et renforcer les lois existantes aussi. Parce qu'il y a quelques lois qui sont là, mais on se dit que lorsqu'on regarde, ce n'est pas vraiment ça. Ces lois ne sont pas respectées. Donc, il faut plus les vulgariser pour que les gens sachent et qu'ils soient respectés. Ouais. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Rebecca a dit. Hein. C'est exactement cela. Pour moi, aujourd'hui, je crois que la clé de tout, c'est l'éducation. Et l'éducation, quand je dis éducation, ce n'est pas forcément éducation scolaire. Hein. Oui. Et éducation à travers les sensibilisations, à travers les émissions médias, par exemple, qu'on est en train de faire, par exemple, c'est une façon d'éduquer la population. C'est une façon de faire changer les mentalités des gens sur ce que c'est que l'albinisme. Donc, pour nous, par exemple, comme Rebecca l'a dit, la base, c'est l'éducation. Il faudrait quand même qu'on essaie d'éduquer afin de déconstruire les stéréotypes, afin de déconstruire les mythes autour de l'albinisme. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. Oui, Rebecca, est-ce que vous avez un dernier message à adresser à nos auditeurs avant de conclure l'émission? Ok, à nos auditeurs, je leur dirais merci beaucoup de nous avoir suivis, premièrement, et également de prendre en compte ce que nous avons dit par rapport à l'albinisme. S'il arrivait, comme eux, ils ont suivi l'émission aujourd'hui, s'il arrivait qu'ils rencontrent une personne atteinte d'albinisme en chemin, ils peuvent aussi, si la personne ne se protège pas, ils peuvent aussi l'approcher pour lui dire de se protéger. Ou s'ils sont face à des discriminations envers les personnes atteintes d'albinisme, ils peuvent intervenir aussi. Parce que des fois, on est face à des situations, on sait que ce n'est pas bien, mais on se tait. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, s'ils sont là et puis une personne atteinte d'albinisme se fait discriminer, ils peuvent également intervenir, dire à ces personnes que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Et également, ils peuvent aussi s'approcher de nous, de notre structure de l'ANAT. Nous sommes à
à Gouet-des-Macouet, non loin de Carrefour Commando. Ils peuvent également venir là-bas ou soit nous contacter. Moi, je vais laisser mon numéro et si Eric veut, il va laisser aussi pour lui. Donc, ils peuvent nous contacter sur le 98 40 28 15. Eric, votre numéro? Non, c'est bon. C'est pour bon? Rebecca, c'est déjà bon. Ok, d'accord. Alors, c'est sur ces mots de Rebecca Binga, la responsable genre et inclusion à la NAT, que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous, merci à Eric, merci à Rebecca Binga d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les échanges. À vous qui nous avez suivis, merci pour la fidélité d'écoute. Sachez que l'albinisme ne doit pas être une source de discrimination pour les personnes qui la portent. Respectons tout le monde, considérons tout le monde et engageons-nous pour permettre leur épanouissement. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour aborder un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était Michak Nyaro au micro. Au revoir.